qui est proposée par l'Occident. Le rêve d'un État islamique des frères musulmans égyptiens se réalise de l'autre côté de la mer Rouge, dans cette région appelée jadis l'Arabie. Elle devient saoudienne, du nom de celui qui l'a conquise par le sabre et le Coran, Abdelaziz ibn Saoud. L'Arabie saoudite est le premier État moderne créé au nom de l'islam, avec comme seule constitution le Coran. Le bras armé des Saouds dans leur conquête des territoires, ce sont les frères saoudiens, une organisation militaire et religieuse qui soumet par la force les tribus bédouines récalcitrantes. L'islam est le facteur essentiel de l'unité du royaume saoudien. Un islam rigoriste, professé par une secte musulmane sunnite, le wahhabisme, avec laquelle la famille royale scelle un pacte, le pouvoir temporel aux Saouds et le pouvoir spirituel aux wahhabites. Au départ, les frères de l'Arabie qui deviendra saoudienne, dans son ensemble, dans les années 20, sont issus d'une mouvance extrêmement traditionnaliste qui récuse, comme béd'a, comme innovation, les innovations techniques apportées par les Européens, comme étant autant de manifestations blasphématoires, comme le téléphone, le télégraphe, le chemin de fer. Là, c'est un mouvement qu'on peut appeler réactionnaire au sens presque caricatural du terme. Nous réagissons contre toute nouveauté pour vouloir revenir à la pureté initiale. Les dirigeants saoudiens jouent désormais aux équilibristes. D'un côté, une pureté religieuse prônée par leurs alliés, les wahhabites, et de l'autre, une modernité technologique indispensable au développement de leur jeune royaume. Pour avoir les mains libres d'un côté, il faut faire des concessions de l'autre, en donnant toujours plus de gages aux wahhabites qui prennent le contrôle de toutes les mosquées et de tout l'enseignement religieux dans le pays. Le wahhabisme a exercé une influence importante sur l'interprétation de l'islam, ainsi que sur la naissance de l'État saoudien. L'alliance entre la religion et la politique a été déterminante dans la fondation du royaume saoudien. Cette alliance lui a fourni, à ses débuts, un cadre idéologique sur lequel le royaume s'est appuyé. Un développement accéléré grâce aux revenus du pétrole, exploité par des compagnies occidentales. En quelques années, l'Arabie est propulsée dans un essor technologique qui bouleverse une société traditionnelle et bédouine. Le pays achète, consomme, construit et semble s'affranchir du carcan wahhabite. La découverte du pétrole dans les pays très religieux et fortement anti-laïques, que ce soit en Arabie saoudite ou dans les autres pays du Golfe, a fait croire aux habitants de ces pays que la rente du pétrole était intimement liée à leur foi religieuse. Certains, à l'époque, ont fait croire à la population que la découverte du pétrole était un don d'Allah à ces pays. Pour eux, c'est une récompense divine pour leur foi en islam. Et quel que soit leur comportement au quotidien, l'essentiel est d'être musulman. Et lorsque la perspective de l'épuisement des ressources pétrolières a commencé à être évoquée, des rumeurs se sont alors mises à circuler, annonçant la découverte de mines d'or immenses en Arabie saoudite. Autrement dit, Dieu, selon les croyances de l'époque, récompense toujours les hommes pour leur foi. Les Américains ont commencé à dominer la région lorsque, revenant d'Yalta, Roosevelt avait concocté un rendez-vous avec le roi d'Arabie pour mettre la main sur les pétroles d'Arabie ou conclure un accord avec le monde arabe et pour que les Américains se substituent aux Anglais. C'est sur un bateau de guerre que le président Franklin Roosevelt accueille le roi Ibn Saoud au large de l'Arabie pour sceller un accord toujours d'actualité. Les États-Unis assurent la sécurité du royaume saoudien qui lui fournit en contrepartie tout le pétrole dont ils ont besoin. Une clause de ce contrat ne pourra pas être respectée, celle qui interdit aux troupes américaines le sol saoudien qui abrite les lieux saints de l'islam.
Le Caire. L'influence de cette mégalopole dépasse largement les frontières de l'Égypte. Capitale culturelle arabe et pôle principal de l'islam sunnite, majoritaire dans le monde musulman, le Caire est tiraillé depuis longtemps entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, les valeurs traditionnelles de l'islam s'imposent comme référence. Hier, c'était la culture occidentale qui était montrée en exemple. Le roi Fouad conçut il y a 25 ans le projet d'implanter parmi son peuple la culture et les méthodes d'enseignement européennes. La petite université qu'il créa alors vit s'augmenter chaque année le nombre des étudiants épris de la civilisation occidentale. Leur foule a fini par nécessiter la construction d'une université comprenant toutes les facultés. Mon éducation et ma formation étaient très différentes de celles de mon frère Hassan al-Banna, que Dieu ait son âme. Contrairement à la sienne, mon éducation était peu religieuse. Autrement dit, mes principaux centres d'intérêt n'étaient pas exclusivement l'islam. J'étais à l'époque plutôt intéressé par les courants socialistes et les mouvements syndicaux. Je militais en particulier pour l'émancipation des femmes, et j'étais très attiré par la culture européenne. Aujourd'hui, ce sont les idées de Hassan al-Banna qui l'emportent sur celles libérales de son frère Gamal. L'idéologie des frères musulmans se diffuse par-delà les frontières de l'Égypte. Elle forge une alternative aux valeurs occidentales qui progressent dans des États modernes en formation. La communauté des croyants, la Oumma, orpheline depuis la disparition du califat, rêve d'une solidarité islamique que les frères musulmans incarnent. Au nom de cette solidarité islamique, Hassan al-Banna, citoyen d'une Égypte menée par le roi Farouk sur la voie d'une modernisation à l'occidentale, cherche alors une alliance avec le royaume saoudien. Je me souviens que lors d'une rencontre, Hassan al-Banna, que Dieu ait son âme, a exprimé au roi Abdelaziz Ben Saoud son désir de voir les frères musulmans s'implanter en Arabie saoudite. Le roi Abdelaziz lui a répondu avec sa courtoisie habituelle « Cheikh Hassan, nous sommes tous des frères musulmans ici. Il n'est pas nécessaire de créer de cellules du mouvement. » La solidarité islamique s'exerce aussi en Palestine. Les frères musulmans arment des volontaires qui combattent aux côtés des Arabes palestiniens les forces juives dans une guerre de territoire. L'appui de 4 armées arabes n'empêchera pas la création d'un État juif en 1948 avec le soutien des Nations Unies. De retour en Égypte, ces milices armées des frères musulmans représentent une menace pour le pouvoir. En 1948, l'état d'urgence fut déclaré en Égypte à cause de la guerre en Palestine. Cet événement a marqué la fin définitive de l'époque libérale. Le premier ministre de l'époque, Al-Nakrachi Bacha, a décrété la dissolution des frères musulmans et la confiscation de toutes leurs propriétés et de tous leurs avoirs. Cette décision marquait le début d'une nouvelle ère. En réponse à cette dissolution, les frères musulmans ont assassiné le Premier ministre Al-Nakrachi. Son successeur va organiser l'assassinat d'Hassan al-Banna. Les événements s'étaient accélérés. C'est cette succession d'événements dramatiques qui a précipité l'entrée de l'armée sur la scène politique. Et puis a surgi en Égypte, après un gouvernement assez démonétisé, dans les années 52-53, sous l'égide du roi Farouk, qui avait perdu tout crédit personnel, a surgi ce groupe des officiers, d'abord présidé par le général Naguib, et ensuite pris en main par le véritable organisateur de la révolte qui était le colonel Abdel Nasser. Et ce groupe d'officiers a réellement donné l'impression qu'il était capable de donner l'impulsion au monde arabe, de se faire, sinon suivre, mais de donner l'élan, de jouer le rôle dirigeant. Et d'autant qu'a émergé de ce groupe ce colonel Abdel Nasser, qui était une personnalité hors du commun, qui était au-dessus des personnalités que le monde arabe avait connues.
La culture arabe est éternellement en quête d'un héros, d'une figure salvatrice. Le sauveur que l'on trouve régulièrement dans la littérature comme dans les Mille et une nuits. Le héros apparaît soudainement sur la scène au moment le plus crucial, lorsque la situation est très critique. Il surgit pour rétablir l'ordre et sauver les siens. Dans la tradition religieuse musulmane, le concept du Mahdi ou guide est très récurrent. Le Mahdi apparaît au début de chaque siècle du calendrier musulman pour combattre l'oppression et faire régner la justice divine. Et dans la culture populaire égyptienne, nous avons aussi le personnage de l'homme vaillant et courageux qui n'hésite pas à se sacrifier pour défendre les opprimés et éliminer les oppresseurs. Gamal Abdel Nasser était un homme très ambitieux et comploteur. Il voulait destituer le roi et renverser le régime. C'est dans cette perspective qu'il a rencontré les frères musulmans, mais également les autres courants politiques de l'époque, comme les communistes et les constitutionnalistes du Wafd. Nasser savait qu'il était primordial de s'appuyer sur les frères musulmans pour prendre le pouvoir en Égypte. L'organisation des frères musulmans a été informée de la date du coup d'État militaire qui a renversé la monarchie en Égypte. Il paraît que le jour du coup d'État a été reporté un jour de plus pour informer les frères musulmans. Et au début, peut-être la première année, il y avait une collaboration entre les frères musulmans et les officiers libres. Mais je pense que les frères musulmans ont fait des faux calculs. Ils croyaient que la société d'officiers libres tomberait sur leur influence. Il y a eu un frère musulman dans le premier gouvernement nassérien. Le Shir al-Bakouri était membre du premier gouvernement formé sous l'égide de Nasser. Nasser n'y participant pas, mais étant le manipulateur de tout ça. Il a mis un frère musulman, mais au bout d'un an, un an et demi, la querelle a éclaté entre Nasser et les frères musulmans, et le premier attentat contre Nasser a été exécuté par les frères musulmans. Au Caire, le quartier général des frères musulmans a été incendié par des manifestants à la suite de l'attentat manqué contre le colonel Nasser, dont le principal auteur, le forgeron Mahmoud Abdel Latif, a été arrêté. Beaucoup d'autres membres de la société secrète des frères musulmans l'ont rejoint sous les verrous, dans l'attente d'un procès d'où vraisemblablement toute indulgence sera exclue. J'ai vu, de mes yeux vus, pendre 4 des dirigeants frères musulmans jugés par des juges nommés par Nasser. Non, ça a été, au bout d'un an et demi à peu près de nasserisme, la querelle radicale entre Nasser et les frères musulmans, la guerre au couteau. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs? Le héros nationaliste d'hier est désormais décrit comme un dictateur dans la presse occidentale. Mais pour les masses arabes, en cette période de lutte anticoloniale, Nasser symbolise une fierté retrouvée. Le colonel Nasser est devenu le Raïs, le guide d'une nation arabe mythifiée. Ses discours retransmis en direct par la radio du Caire enflamment les capitales arabes. Après une guerre d'intimidation menée par Israël avec l'Angleterre et la France, l'Égypte sort politiquement vainqueur de ce bras de fer avec l'Occident et trouve le soutien des Soviétiques qui lui fournissent les armes et l'aide nécessaires